Bonjour les échecistes. Aux nouvelles et nouveaux parmi vous qui ne connaissent pas cette chaîne, je souhaite la bienvenue. Et à ceux qui me suivent avec enthousiasme et fidélité depuis maintenant 2 ans, je souhaite un bon retour. Alors aujourd'hui au menu, la partie immortelle, probablement la partie la plus connue de l'histoire du jeu d'échecs. Et pour cause, que d'encre utilisée pour chanter les louanges de cette partie qui porte si bien son nom. Cette partie, commentée sans nul doute par presque tous les youtubeurs d'échecs du monde, aussi bien anglophones que francophones ou encore russophones. Alors, il y a de fortes chances, que dis-je, de forts risques que vous connaissiez déjà cette partie. Auquel cas, pourriez-vous me dire, qu'est-ce que je vais apporter de plus avec cette vidéo, sachant que cette partie, presque tout le monde parmi vous la connaît déjà. Alors, je vous répondrai 3 choses. La première, c'est que si vous venez malgré tout regarder cette vidéo, c'est que ça vous intrigue, n'est-ce pas? Ok, je marque un point. La deuxième, c'est que l'objectif premier et principal de cette chaîne a toujours été et restera le partage avec vous de ma passion pour les échecs. Je suis un petit vidéaste et un petit joueur d'échecs. Je ne prétends pas faire progresser quiconque. Par contre, si je peux vous transmettre ma passion et si en même temps ça peut vous apporter des choses pour progresser, alors croyez-moi, je suis l'homme le plus heureux de la Terre. Et enfin, la troisième chose que je peux vous apporter, c'est l'accent du Sud et le soleil, comme. Alors, pourquoi parle-t-on ici de partie immortelle? Et d'ailleurs, une partie immortelle, qu'est-ce que c'est? C'est une partie tellement brillante, tellement formidable, tellement fantastique dans sa conception stratégique ou tactique ou les deux, puisqu'on voit rarement l'un sans l'autre, que la partie passe à la postérité. D'ailleurs, je vous mettrai en description le lien de 2 vidéos anciennes maintenant que j'avais réalisées sur des parties immortelles et vous allez voir, vous allez trouver des similarités entre cette partie analysée aujourd'hui et celle par exemple du philosophe Jean-Jacques Rousseau contre le philosophe David Hume. Je n'en dis pas plus et je vous laisserai visionner par vous-même. Alors avant de nous lancer dans l'analyse de la partie à proprement parler, nous allons dire quelques mots sur les joueurs. Donc nous avons avec les blancs le grand joueur Adolf Anderssen, donc professeur allemand, qui d'ailleurs avait pour surnom le professeur de Breslau, qui est opposé à Lionel Kieseritzky, qui, comme Anderssen, était un des meilleurs joueurs du 19e siècle, de la moitié du 19e siècle, habitué du Café de la Régence, le célèbre Café de la Régence où les meilleurs joueurs de l'époque se côtoyaient. Ce Café de la Régence était à Paris, et donc nous avons 2 des meilleurs joueurs de la moitié du 19e siècle qui, en 1851, ont donc joué à Londres une partie qui restera gravée en lettres d'or sur le frontispice du glorieux panthéon du jeu d'échecs. Alors tant pis si je spoil le résultat, mais Lionel Kieseritzky à la fin de cette partie a tellement été impressionné par le jeu d'Adolf Anderssen qu'il a télégraphié au Café de la Régence à Paris, rappelez-vous qu'il se trouvait à Londres, tous les coups de cette partie, ce qui fait que les joueurs du Café de la Régence ont pu la voir de leurs propres yeux. Ils étaient complètement éberlués, estomaqués, et c'est un peu plus tard le très fort joueur Ernst Falckberg, qui est connu pour le contre-gambit qui porte son nom dans le gambit du roi. Donc le très fort joueur autrichien Ernst Falckberg qui décida d'appeler cette partie immortelle. Donc ça c'est pour le petit côté histoire. Vous savez que j'aime bien l'histoire. Normal, je suis prof d'histoire. Donc maintenant vous connaissez pour la genèse du nom quels joueurs ont joué cette partie, quand et où. Et maintenant, assez parlé, place au spectacle. Enjoy! Alors, dans cette partie, Adolf Anderssen a les blancs et il choisit d'ouvrir avec le pion roi E4. Son adversaire Lionel Kieseritzky choisit de jouer la symétrie E5 et après le coup F4 joué par Anderssen, nous avons l'ouverture romantique par excellence du jeu d'échecs, à savoir le gambit du roi. Alors vous savez, le jeu d'échecs, comme la littérature ou la musique, a connu différentes phases, différents mouvements, plusieurs façons de jouer. Au 19e siècle, comme je l'ai dit pour la littérature, par exemple avec les œuvres de Victor Hugo, ou la musique, par exemple avec les œuvres de Frédéric Chopin, bon, le jeu d'échecs a connu sa phase dite romantique, et la phase romantique dont le chef de file était d'ailleurs Adolf Anderssen qui joue dans cette partie, la phase romantique c'était quoi? C'était l'attaque à tout va. Et cette attaque à tout va, elle va se concrétiser parfaitement dans cette partie. Et les noirs vont choisir d'accepter le gambit, ils vont jouer E prend F4.
Alors c'est vrai, il y a beaucoup de flèches, mais rassurez-vous, on va expliquer quand même qu'est-ce que c'est que les enjeux du gambit du roi, pourquoi offre-t-on au noir le pion F? Eh bien, on offre au noir le pion F pour le dévier de la case centrale 5 et notamment de la case centrale D4 qui contrôlait de telle manière que, pas forcément tout de suite pour des raisons tactiques, mais un peu plus tard on pourra pousser le pion en D4, obtenir ce qu'on appelle une majorité centrale, c'est-à-dire deux pions D et E contre un seul, le pion D au centre. Ça, c'est pour le premier point. En même temps, on a maintenant ouvert la colonne F pour les blancs, de telle manière que si les blancs rock ou s'il ramène une tour sur la colonne F c'est là où j'entoure le fou, eh bien ils auront une tour directement pointée sur le pion F4 et derrière sur le talon d'Achille des noirs le pion F7 et donc vous le comprenez, les blancs vont chercher l'attaque à tout va avec un développement de leurs pièces très rapide. Et dans cette position, le grand coup, c'est cavalier F3 qu'on appelle le gambit du cavalier. Alors pourquoi le coup cavalier F3? Bon déjà, on développe une pièce sur sa case naturelle, on pointe les cases centrales, mais également la case H4, de telle manière qu'il n'y aura maintenant plus dame H4 échec qui viendra attaquer le roi, puisqu'on ne pourrait pas interposer avec le pion en G3, puisque le pion F viendrait prendre le pion. Et après la prise, hop, j'espère que vous arrivez à suivre, derrière il y a la tour, les blancs perdraient simplement une tour. Mais après E prend F4, Andersen a joué dans le style le plus agressif qui soit, à savoir le sien, et il a à la place développé son fou sur C4. Alors fou C4, que le grand coup cavalier F3 que je viens de vous montrer a supplanté, est appelé le gambit du fou, et c'est une variante ultra agressive. L'idée, là encore toute simple, c'est de vraiment miser sur le développement rapide des pièces. On place le fou sur une case qui semble tout à fait naturelle, tout à fait à propos. Et on vient en même temps viser la case F7, appelée le talon d'Achille des noirs. Pourquoi? Parce que seul le roi protège cette case. Et si on rajoutait une pression, par exemple, je vous l'ai dit, une tour qui viendrait sur F1 et qui, après avoir éliminé le pion F4, viendrait viser F7, les noirs auraient des problèmes immédiats. Mais évidemment, aux échecs, on ne peut pas tout avoir et l'inconvénient de ce coup, c'est qu'on va accepter d'avoir le roi déroqué après le coup dame H4 échec qui a été joué dans la partie. Et les blancs ont peu de choix, ils ont joué roi F1. Évidemment, G3 est à bannir puisqu'on va capturer le pion ici et sur H prend G3, dame prend H1, on a simplement perdu une tour côté blanc. C'est pourquoi dans la partie roi F1 a été joué, oui mais voilà, le roi blanc certes a été déroqué, mais vous allez le voir, comme je l'ai déjà dit, les blancs vont chercher des temps de développement et ils vont notamment gagner ces temps de développement par exemple sur la dame. Et comme je vous l'ai dit, nous sommes en pleine période romantique du jeu d'échecs lorsque cette partie fut jouée et Kieseritzky, qui coche toutes les cases qui répondent à tous les critères, va chercher la castagne et il va jouer le coup surprenant B7 en B5. Alors l'idée de ce contre-gambit, puisque finalement les noirs rendent un pion, c'est fait pour plusieurs choses, vous le voyez avec les flèches. Bon, déjà on cherche à dévier le puissant fou de case blanche des blancs de la case F7, le talon d'Achille on l'a déjà dit, mais également si on accepte le pion, c'est ce qui s'est passé dans la partie, vous le voyez, le fou peut rapidement intervenir sur la grande diagonale blanche d'où il viendra attaquer le pion E4, donc un contre-gambit plutôt prometteur dans lequel les noirs cherchent également l'activité. Mais Kieseritzky ne va pas tout de suite mettre son fou sur B7 et à la place il va jouer plutôt à l'aile roi en jouant cavalier F6 et il vient quand même attaquer le pion E4 et peut-être voudra-t-il développer son fou de case noire après afin de faire suivre par un petit roc. Les blancs continuent par cavalier F3, attaquent la dame noire qui se replie sur H6 en gardant un œil sur le pion F4 et ici D3 de la part des blancs qui a deux fonctions, vous le voyez toujours avec les flèches. D'abord on vient protéger le centre, le pion central E4 attaqué par le cavalier F6 des noirs et en même temps on fraye un chemin au fou de case noire des blancs en direction du pion F4 des noirs et attention derrière ce pion F4 il y a la dame. Et les noirs ici vont faire quelque chose qu'on ne recommande généralement pas aux débutants ni même à aucun joueur d'ailleurs. Ils vont jouer une deuxième fois la même pièce dans l'ouverture alors qu'ils auraient pu jouer par exemple leur fou de case noire et ok, mais non, ils vont jouer cavalier H5 et l'idée de ce coup, bon déjà on vient garder un œil sur F4, c'est bien, mais en même temps on vise G3, c'est-à-dire la fourchette roi tour et évidemment par exemple imaginez un petit coup qui n'a pas été joué dans la partie, ici on pourrait jouer cavalier G3 échec parce qu'en cas de prise, ciao la tour. Revenons-en à la partie. Andersen a ce saut de cavalier sur le bord, a lui-même répondu par le saut du cavalier au bord. C'est assez amusant.
Bon, le cavalier vise clairement la case F5 d'où il viendra attaquer la dame, mais surtout maintenant, cavalier G3 échec ne fonctionnerait plus puisqu'on aurait H prend G3 protège le cavalier deux fois et si on prend ici, attention, le pion était cloué, on perdrait la dame. Les noirs ont joué dame G5 qui vient attaquer le cavalier qui est quand même venu sur F5 et maintenant C6 de la part des noirs qui vient attaquer le fou, mais G4 on ne défend pas le fou, non, à la place on vient contre-attaquer notamment sur le cavalier H5. Logiquement, le cavalier est venu sur F6, d'où il contre-attaque sur le pion G4, mais maintenant, tour G1, défend le pion en G4 et surtout menace H4 pour attaquer la dame, la repousser et vous voyez qu'elle n'a plus beaucoup de cases, si ce n'est la case G6. Cela entraîne donc un sacrifice du fou sur B5, mais on a compris qu'Andersen était d'humeur plutôt belliqueuse et il va jouer H4, donc attaquer la dame qui recule sur G6. Maintenant H5 continue d'attaquer la dame qui vient sur G5 et toute l'idée d'Andersen c'était de jouer dame F3 maintenant avec l'idée d'attaquer la case F4 où le fou pourra venir prendre le pion F4 et derrière il y a la dame qui serait perdue. Alors la seule solution possible pour sauver cette dame serait qu'elle se replie sur cette diagonale et par exemple qu'elle vienne sur D8 à la maison. Et pour ce faire, il faudrait bouger ce cavalier. Oui, mais ce cavalier, vous en conviendrez, toutes les cases devant lui sont prises, sont protégées. Donc il n'y a qu'une seule case sur laquelle il pourrait aller sain et sauf, c'est la case G8, ce qui a été joué dans la partie. Mais vous en conviendrez, ce coup est un coup anti-développement. On range une pièce sur sa case de départ et seule la dame noire est sortie. Vous en conviendrez, le développement noir fait défaut. Il n'est pas très glorieux. Fou prend F4, la dame se replie sur F6 d'où elle vient attaquer le pion B2 qui n'est plus protégé par le fou C1. Maintenant cavalier C3, donc Andersen fait d'une pierre deux coups, il développe une pièce tout en empêchant l'attaque sur B2. Maintenant fou C5, il n'était pas trop tôt j'ai envie de dire, et cavalier D5, donc Andersen vient attaquer la dame, il laisse le pion B2 en prise, sachant qu'il aura peut-être la vengeance d'une fourchette sur C7, donc une fourchette entre le roi et la tour. Et maintenant, nous allons entrer dans le meilleur moment de la partie après dame prend B2 qui attaque deux tours chez les blancs, rien que ça. Et devinez quoi? Andersen ne va défendre aucune de ses tours attaquées, non, mais à la place, il va jouer fou D6, extraordinaire. Et vous le voyez avec les trois flèches qui s'affichent à l'écran, les noirs ont le choix entre trois captures. Prendre une des deux tours, dans la partie il y a eu fou prend G1, ou bien prendre le fou. Alors on va toutes les étudier. La première, c'est si la dame s'empare de la tour. Après tout, c'est sur échec. Dans ce cas, les blancs joueraient roi E2. À noter que les noirs n'ont plus d'échec. Maintenant, fou prend G1, on va s'emparer de la deuxième tour. Et les flèches qui s'affichent à l'écran montrent que le cavalier blanc aimerait bien prendre le pion G7 sur échec. Manque de bol, la dame A1, la dame noire sur A1, contrôle. C'est pourquoi les blancs vont jouer E5 pour couper la connexion de la dame noire et du pion G7. Maintenant, dame prend A2, cavalier prend G7, échec, roi D8 et fou C7, échec et mat. Pas mal, non? Maintenant, sur la variante fou prend D6, alors il suivrait cavalier prend D6, échec, roi F8 et dame prend F7, échec et mat. Et si à la place de F8, le roi vient sur D8 à la place, alors il suit cavalier prend F7, échec, seul coup légal, venir en E8, revenir en E8, cavalier D6, échec, roi D8, et le fait d'avoir pris le pion F7 avec le cavalier fait que maintenant la colonne F est ouverte pour la dame qui ne va pas se faire prier et venir sur F8 et administrer un splendide échec et mat. J'espère que toutes ces variantes vous auront convaincu de la puissance du jeu des blancs. Or, il nous reste à en étudier une, à savoir celle jouée dans la partie fou prend G1. Et maintenant, un petit coup de la part des blancs, mais que beaucoup seraient susceptibles d'oublier dans la conduite de leur attaque, mais un coup qui a toute son importance puisqu'il s'agit de E5, dont nous avons déjà parlé, qui maintenant rend réelle la menace de cavalier prend G7 échec, sachant qu'on s'expose à dame prend A1 sur échec. Vous le voyez, Andersen se moque royalement du matériel, ce qui compte pour lui, c'est de mater. Bon, il a continué par roi E2, et ici, cavalier A6 de la part des noirs, qui se développe certes, mais j'ai envie de dire, ça commence à être un peu tard. Alors l'idée, c'était de jouer cavalier prend G7, échec du côté des blancs, et après roi D8, fou C7, échec et mat. Sauf que le cavalier A6 veille au grain. Ah, comment faire alors ?
Eh bien, Andersen va nous montrer, mais avant de vous montrer, je vous annonce que dans cette position, il y a un échec et mat forcé en 3 coups. Donc, si ça vous intéresse, pour voir la combinaison finale qui a rendu cette partie si célèbre, bon, il y a déjà tout le jeu qu'on a vu, mais cette combinaison finale est vraiment un point d'orgue d'émerveillement. Donc, vous pouvez mettre, si vous le désirez, la vidéo sur pause et chercher et trouver l'échec et mat en 3 coups forcés qui n'a pas échappé à Adolf Andersen. Bonne chance et à tout de suite. Alors, l'heure de vérité. Premier coup, cavalier prend G7, échec. Bon, je pense qu'ici, vous serez d'accord, le coup forcé, la réponse forcée, c'est roi D8, puisque toutes ces cases ici sont contrôlées. Et on ne peut pas prendre le cavalier, puisqu'il y a le pion E5. Ouf. Mais après roi D8, avez-vous trouvé le fantastique deuxième coup de cette combinaison forcée? Le flamboyant, le fantastique, l'extraordinaire, l'inoubliable, le mirifique, l'intemporel, l'éternel, l'immortel Dame F6 échec? Félicitations. Et l'idée de cet extraordinaire sacrifice de dame qui vient conclure cette partie magique d'un point d'orgue enchanté, c'est qu'après cavalier prend F6, le cavalier ne contrôle plus la case 7, l'autre contrôlait la case C7, donc on ne pouvait pas faire fou C7 échec et mat comme dans une variante précédente. Et si on n'avait pas sacrifié la dame, on n'aurait pas pu non plus faire fou E7 échec et mat. Mais maintenant le cavalier a été dévié de cette case et donc on peut jouer fou E7 échec et mat. Et mes amis, regardez-moi ce tableau de maths qui est vraiment de toute beauté avec le fou qui attaque, le roi coincé au centre et les deux cavaliers qui aident au contrôle des cases critiques. Je précise quand même que les noirs n'ont perdu aucune pièce, mais les blancs ont tout de même sacrifié dans la bataille leurs 2 tours, un fou et surtout, et à la fin, leur dame. Waouh! Écoutez, on dit que les bonnes choses ont une fin, donc cette vidéo qui est maintenant terminée, je l'espère, vous aura plu. J'espère en outre que cette partie vous aura fait vibrer, rêver autant que moi. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, lâchez votre petit pouce bleu et moi je vous dis à très bientôt vers d'autres cieux échiqués. Ciao tout le monde!